Merci Madame la Présidente. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse sur la caractérisation automatique du rythme de la parole. Ce travail a été réalisé dans un cadre interdisciplinaire au travers de l'encadrement de Corinna Stesano du côté linguistique du laboratoire neuropsycholinguistique de l'Université Jean Jaurès et de l'autre côté avec un côté informatique avec l'encadrement de Jérôme Farinas de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Donc, je vais dans un premier temps aborder le contexte dans lequel s'est déroulée ma thèse, avant de vous présenter un bref état de l'art des modélisations du rythme, suivi de mes propositions de modélisation. Enfin, je vous présenterai les données, le corpus de données sur lequel j'ai travaillé, avant de vous montrer mes résultats sur un essai de caractérisation automatique du rythme. Donc, tout d'abord, ma thèse s'inscrit dans le cadre du projet ANR Rugby. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer la mesure du déficit d'intelligibilité de la parole au travers d'outils informatiques. Donc, ce projet porte sur deux types de pathologies que sont les cancers des voies aérodigestives supérieures et la maladie de Parkinson. Donc, ma thèse s'inscrit dans l'axe de ce projet qui consiste à la recherche automatique d'unités prosodiques pertinentes pour la mesure d'intelligibilité. Pardon. Donc, tout d'abord, une rapide introduction sur la prosodie. Donc, la prosodie permet principalement de structurer la parole et avoir une bonne structure de son flot de parole facilite l'accès au sens pour l'auditeur, mais également améliore l'intelligibilité du locuteur. Donc, la prosodie s'organise autour de trois principes fondateurs principaux, avec d'un côté l'intonation qui regroupe, qui correspond aux variations globales de la fréquence fondamentale, donc la fréquence de vibration des cordes vocales. Donc, ce sont tous les aspects globaux, toutes les variations globales de cette valeur. Et de notre côté, nous avons un aspect plus local avec l'accentuation qui marque, l'accentuation des syllabes, donc avec des variations plus locales, cette fois de différents paramètres phonétiques. Et enfin, on retrouve le rythme de la parole qui vient un petit peu comme un socle de tous ces principes et qui est construit comme par l'alternance fort-faible des syllabes au travers de l'accentuation et sur lesquelles viennent se poser les variations globales de fréquence fondamentale au travers de l'intonation. Donc, nous voudrions donc savoir si les pathologies évoquées précédemment ont une influence ou non sur le rythme de la parole. Donc, les objectifs principaux de ma thèse étaient les suivants. Donc, dans un premier temps, nous voulions savoir quelles étaient les modélisations automatiques du rythme de la parole pertinentes en se basant sur des modèles linguistiques théoriques forts. Et le deuxième objectif serait de savoir s'il est possible de caractériser les stratégies prosodiques compensatoires des patients atteints des cancers des voies aérodigestives supérieures ou de la maladie de Parkinson. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu comment se structure la parole d'un point de vue théorique. Donc, on a une structuration qui se fait au travers d'une matérialité phonétique avec des variations de la fréquence fondamentale, de l'intensité du signal, mais également de la durée des syllabes, qui est particulièrement intéressante dans le cas de l'accentuation finale en français. Mais nous avons également toute une matérialité phonologique avec une structuration en unités hiérarchiques de la parole. Donc, ces unités pouvant être les syllabes, les mots ou des groupes de mots. Donc, ces structures sont les suivantes. On considère généralement en français deux unités principales qui sont dans le premier temps le syntagme intonatif. Donc, dans l'exemple ici, l'ordinateur portable de Gabriel est cassé, il faudra le changer. Les deux syntagmes intonatifs sont globalement les deux phrases et correspondent au domaine de variation de l'intonation. Ensuite, on retrouve le syntagme accentuel, qui est le domaine de l'accentuation finale et initiale, et qui, ici, dans l'exemple, correspond au groupe de mots l'ordinateur portable de Gabriel est cassé.
Enfin, nous, dans mes travaux, nous avons ajouté 2 niveaux supplémentaires qui existent. Nous le considérons ces 2 niveaux supplémentaires, que sont le syntagme intermédiaire, qui peut être considéré comme un niveau vraiment de taille intermédiaire entre le syntagme accentuel et le syntagme intonatif, donc qui sert particulièrement dans les phrases assez longues, comme par exemple dans la première phrase, l'ordinateur portable de Gabriel est cassé. Nous avons deux syntagmes intermédiaires, tandis que la deuxième phrase, qui est assez courte, correspond à la fois à un syntagme intermédiaire et à un syntagme intonatif. Enfin, le dernier niveau que nous considérons est le niveau du mot prosodique, qui qui représente l'ensemble des mots susceptibles de recevoir un accent en français et qui, comme on le verra plus tard, est particulièrement intéressant dans le cadre de la planification de la parole, pour la parole pathologique en tout cas. Donc ces niveaux sont ceux qu'on s'attend à retrouver en français dans le cadre de la parole saine. Maintenant, il va être intéressant de voir si on peut retrouver vraiment ces niveaux dans le cadre de la parole pathologique. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu le contexte dans lequel s'est déroulé mes travaux et quelques concepts théoriques, je vais maintenant vous présenter quelques modélisations automatiques du rythme de la parole qui sont généralement utilisées. Donc, dans un premier temps, d'un point de vue historique, le rythme a été étudié dans le cadre de l'identification des langues, donc pour caractériser la langue parlée automatiquement. Et cette identification s'est faite au travers de mesures des durées des intervalles vocaliques et consonantiques, et également des variabilités des durées relatives entre ces intervalles au travers des Pairwise Variability Index. Donc, cette analyse automatique du rythme de la parole travaille en fait sur un aspect linéaire du rythme. Elle étudie vraiment d'un point de vue global ces aspects, et elle ne permet pas de représenter la structure hiérarchique de la parole, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors, dans le cadre de l'identification des langues, ça fonctionnait très bien, mais dans le contexte de ma thèse, il nous fallait une modélisation qui inclut ces paramètres. Donc, pour cela, on peut par exemple citer le tempogramme, qui a d'abord été utilisé en musique pour suivre le tempo de la parole, le tempo de la musique, pardon. Et c'est une représentation qui permet d'avoir une représentation à la fois temporelle et fréquentielle, et qui permet de pouvoir regarder, pour avoir un coup d'œil en tout cas sur les régularités rythmiques à différents niveaux tout au long de la parole. Cependant, cette modélisation ne nous a pas permis de représenter les régularités rythmiques à des niveaux supérieurs à la syllabe, comme on peut le voir ici, avec des régularités qui sont principalement supérieures à 4 Hz, donc qui correspondent à des unités de moins de 200 millisecondes. Et toutes les unités supérieures ne sont pas bien représentées, en tout cas. Donc, pour représenter un petit peu davantage ces structures prosodiques larges, il existe une représentation en spectre de modulation, avec notamment le spectre de modulation d'amplitude, qui se base sur l'analyse des modulations lentes de l'amplitude du signal. Donc, dans un premier temps, l'extraction de l'enveloppe d'amplitude, qui est réalisée au travers d'un filtrage passe-bande entre 700 et 1300 Hz, d'un passage en valeur absolue de ces valeurs, et d'un nouveau filtrage passe-bas à 10 Hz pour ne garder que les modulations lentes du signal. Enfin, sur cette amplitude donc représentée en rouge ici sur le schéma, on applique une transformée de Fourier pour pouvoir analyser les différents niveaux de récurrence, en tout cas la récurrence à différents niveaux de la parole. Donc, en plus de l'amplitude, il est possible d'utiliser d'autres sources, comme la fréquence ornementale, par exemple. Mais la plupart des travaux se focalisent davantage sur l'amplitude, en tout cas. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces quelques modélisations, je vais développer un petit peu comment j'ai adapté ces modélisations et quelle modélisation j'ai pu sélectionner pour modéliser automatiquement le rythme de la parole. Donc, je me suis principalement concentré sur les spectres de modulation d'amplitude, comme je viens de l'expliquer. Cependant, j'ai pu observer que dans le cadre de l'étude du français,
la méthode utilisée habituellement, qui est décrite en haut, ne représentait pas très bien les variations d'intensité du signal. Avec le premier filtrage entre 700 et 1300 Hz, en fait, on avait cette bande de fréquence qui inclut les deux premiers formants de la voyelle A, mais qui inclut seulement le premier formant des autres voyelles. Et donc, on avait une surreprésentation de la voyelle A, comme par exemple ici sur les mots navet et jamais, où l'amplitude en noir ne correspond pas vraiment à l'amplitude qui est ressentie sur le signal. Donc pour cela, j'ai adapté ce filtrage pour le passer entre 300 et 1000 Hz, de sorte à inclure les premiers formants de chaque voyelle. Et donc, on a une bien meilleure représentation, en tout cas, des variations d'amplitude sur le signal avec cette méthode-là, bien que nous captons également certaines informations des consonnes nasales, par exemple, avec le N, par exemple, qui n'est pas atténué. Et donc, sur cette enveloppe-là, on calcule également la transformée de Fourier de l'enveloppe. Et on obtient, par exemple, ici, dans cette lecture de texte donc de la chaîne de M. Seguin sur les deux premières phrases, on obtient des pics à différents niveaux de régularité, avec ici un premier pic aux alentours de 0,3 Hz, donc qui correspondent à des unités de 3,4 secondes, et qui correspondent sur le signal à la première phrase du texte. Et donc, plus les pics de ce spectre sont élevés, plus la régularité de l'unité correspondante est forte. Et donc, on retrouve par exemple ce deuxième pic-là qui correspond à des unités d'environ entre 800 et 900 millisecondes, qui correspond ici à la durée du syntagme intonatif de M. Seguin, qui correspond aussi à peu près à la durée de Il les perdait toutes, et de la même façon. Enfin, comme on peut le voir sur ce spectre, il y a de nombreux pics qui parfois représentent les mêmes unités. Et donc, pour pallier à ce problème, j'ai voulu appliquer un lissage en fait, de ce spectre, de sorte à pouvoir regrouper les différents pics qui représentent les mêmes informations. Donc, pour cela, j'ai réalisé une interpolation sur une moyenne glissante du spectre, de sorte à pouvoir se focaliser davantage sur les zones de fréquence importantes et éliminer les pics un petit peu isolés et regrouper les informations similaires. En plus de cette représentation en spectre de modulation, j'ai proposé une représentation en spectrogramme du rythme, donc qui se base sur le calcul de l'enveloppe de modulation sur des fenêtres glissantes du signal. Et cette représentation, qui est un petit peu inspirée du tempogramme, et permet donc d'afficher l'évolution du rythme dans le temps et de représenter les régularités rythmiques dans le discours. Donc, contrairement au tempogramme, comme on peut le voir ici, cette méthodologie permet de bien représenter les régularités des niveaux supérieurs à la syllabe et se focalise moins sur les régularités syllabiques, sur les régularités syllabiques, pardon. En plus de l'amplitude, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est possible de fournir au spectre de modulation d'autres sources, donc, notamment avec la fréquence fondamentale, qui est généralement utilisée. Cependant, dans la littérature, on remarque que les spectres de modulation basés sur la fréquence et sur l'amplitude représentent sont énormément corrélés et représentent à peu près la même information. Donc, pour essayer de pallier à cela, j'ai essayé d'utiliser une modélisation de la courbe intonative au travers de l'algorithme Momel, de sorte à vraiment intégrer une représentation plus globale des variations d'intonation au spectre de modulation. Et donc, de sorte cependant, l'algorithme Momel, qui est assez sensible aux valeurs produites par l'algorithme d'estimation de la fréquence fondamentale, il a été nécessaire d'avoir un algorithme qui soit très fiable. Donc, pour cela, j'ai réalisé une étude pour pouvoir sélectionner l'algorithme d'estimation de la F0 le plus pertinent dans le cadre de la parole pathologique. Et pour cela, j'ai comparé une douzaine d'algorithmes qui sont habituellement utilisés.
et que j'ai évalué leur performance donc, sur 3 types de locuteurs, dont des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des personnes atteintes de cancer VADS et des sujets contrôlés. Donc, ce qui ressort de cette étude est que dans le cas de la parole pathologique, utiliser la combinaison de 2 méthodes que sont l'algorithme Reaper pour la détection de voisement est très performant, et un algorithme basé sur des réseaux de neurones profonds, donc ici le FCN F0, permet d'avoir une précision des valeurs qui sont très bonnes. Et donc, la combinaison de ces deux méthodes permet d'avoir une F0 qui est très fiable dans le cadre de la parole pathologique. Donc, une fois qu'on a extrait cette F0 fiable et modélisé la courbe intonative au travers de l'algorithme MOMEL, on peut calculer la transformée de Fourier de la même façon qu'avant, et on obtient ainsi un spectre similaire à la méthode précédemment utilisée, mais qui se concentre davantage sur les unités plutôt larges, donc supérieures à la syllabe, et donc il a une bonne granularité, en tout cas sur ces niveaux-là. Maintenant, ce qui nous intéresse davantage, c'est vraiment d'étudier le rythme comme étant le socle à la fois de l'intonation au niveau global et de l'accentuation au niveau local. Donc, cette méthodologie-là on s'est moins focalisé sur cette méthodologie-là, et j'ai plutôt étudié le spectre de modulation d'amplitude qui représente à la fois les régularités syllabiques et phonémiques et les régularités de plus haut niveau. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces modélisations, je vais à présent vous détailler les différents corpus de paroles pathologiques sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, tout d'abord, nous avons un corpus de cancer de paroles de cancer des voies aérodigestives supérieures issu du projet C2SI, avec une centaine de locuteurs. Donc, ces personnes sont principalement atteintes de forts déficits articulatoires en fonction du traitement médical qui leur a été appliqué, avec des traitements au niveau de la langue ou du palais, qui peuvent avoir un impact là-dessus. Et donc, ces déficits articulatoires peuvent donc avoir une incidence sur l'affluence et donc le rythme de la parole. Chaque locuteur a été enregistré sur plusieurs tâches de production de la parole, avec notamment une lecture de texte, de la description d'images ou de la lecture de pseudomots. Dans mes travaux, je me suis davantage focalisé sur la lecture de texte, de sorte à avoir une meilleure cohérence et des résultats, étant donné qu'on voulait avoir le même texte pour chaque personne. C'était plus simple à avoir des résultats comparables, en tout cas d'une personne à une autre, pour avoir des résultats plus robustes. Également, j'ai pu avoir accès à un corpus de paroles de personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui a été enregistré au CHU d'Aix-en-Provence. Ce corpus est composé d'environ 300 locuteurs, et les personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent davantage de troubles moteurs centraux qui peuvent avoir une altération de leur planification de la parole et donc de l'affluence et donc du rythme. Et également, elles présentent des troubles laryngés qui peuvent avoir un impact sur l'intensité, qui peuvent diminuer leur intensité vocale. Et j'ai également réalisé une étude sur les anomalies de la fréquence fondamentale dans cette pathologie. Donc, en plus de ces enregistrements, nous avons pu obtenir des évaluations cliniques. Donc, ces évaluations ont été réalisées par un panel de 6 experts qui ont pu évaluer différents aspects de la parole, dont la prosodie, la voix, la résonance et la qualité de production des phonèmes. Donc, ces différents niveaux ont ensuite été pris en compte pour évaluer l'intelligibilité et la sévérité des troubles de chaque locuteur, avec un score donc entre 0 et 10, donc 0 pour les personnes avec des troubles importants et 10 pour une personne qui ne présente pas de troubles apparents, en tout cas de la parole. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu quelques exemples issus du corpus.
Donc ici, nous avons une personne atteinte de cancer VADS et avec une très forte, un score de sévérité faible, donc une sévérité importante. Qu'est-ce qui se passe? Ça marchait tout à l'heure. Ce serait, jamais eu le bonheur avec ses chèvres. Il est perdu tous de la même façon. Ici, nous avons une personne avec de forts troubles articulatoires et des troubles également de l'affluence. Mais ce n'est pas représentatif de l'ensemble du corpus. Et nous avons aussi des personnes avec une sévérité moins forte, donc un score plus élevé, comme par exemple ici. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Donc ici, nous avons des troubles qui sont beaucoup moins importants. Et au niveau de la maladie de Parkinson, donc ici, nous avons un exemple d'une personne avec une forte sévérité de la maladie. Monsieur Seguin n'a jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il est perdu toute façon. Donc ici, on retrouve des troubles principalement légèrement de l'articulation, mais également, comme j'ai dit tout à l'heure, de la planification de la parole, où on a vraiment une fluence qui est très altérée sur la lecture. Cependant, une limite de ce corpus est que une très grande majorité des personnes atteintes de cette maladie n'ont pas un score de sévérité très faible, et donc on a une assez mauvaise représentation des troubles importants, mais ce qui implique juste que il n'y a pas vraiment les troubles précoces de la maladie de Parkinson ne sont pas très importants au niveau perceptif en tout cas. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Donc ici, on retrouve une personne avec une bien meilleure intelligibilité en tout cas, et moins de troubles au niveau perceptif. Donc maintenant que je vous ai présenté les différentes données sur lesquelles j'ai pu travailler, je vais pouvoir vous présenter comment les modélisations automatiques du rythme que j'ai développées se comportent sur la parole pathologique, et nous verrons par la suite s'il est possible de caractériser automatiquement les différentes stratégies prosodiques de ces patients. Donc, dans un premier temps, voici un exemple de spectre de modulation d'amplitude sur une personne, un sujet contrôle donc qui n'a pas atteint de pathologie. On retrouve donc c'est sur la lecture de la chef de M. Seguin sur les 2 premières phrases, et on retrouve une régularité rythmique sur l'ensemble de la bande de fréquence entre 0 et 10 Hz sur le spectre de modulation, avec des pics vraiment qui se retrouvent sur l'ensemble des fréquences. Et donc, pour étudier un petit peu, savoir si les pics du spectre de modulation correspondent ou non aux différents niveaux de structure hiérarchique que j'ai présentés au début de mon exposé, il nous a fallu annoter ces différents niveaux manuellement. Donc pour cela, nous avons réalisé une sélection de 10 sujets contrôle et 10 patients atteints de cancer VADS, et pour lesquels nous avons annoté manuellement leur structure prosodique. Donc j'ai annoté les niveaux de syllabes et des mots, et Corinne Astesano a annoté les niveaux prosodiques que j'ai présentés tout à l'heure, donc le mot prosodique, syntagme accentuel, syntagme intermédiaire et syntagme intonatif. Donc, une fois ces niveaux extraits, j'ai voulu savoir si ces durées se superposaient ou non aux différents pics de ma modélisation. Et on retrouve ici en couleur les durées moyennes et la variabilité des niveaux superposés donc à un spectre de modulation d'amplitude. Donc, on retrouve ici le niveau du syntagme intonatif, donc IP majuscule, qui est
parfaitement aligné avec le premier pic du spectre de modulation, qui se traduit donc sur le signal par une régularité de environ 2 secondes et demie, et donc ici sur le spectre à 0,5 Hz. Mais on retrouve également une régularité au niveau du syntagme intermédiaire, et les niveaux du syntagme accentuel et du mot prosodique se chevauchent légèrement, étant donné que dans cette portion de la lecture du texte, les mots prosodiques et les syntagmes accentuels correspondent globalement aux mêmes unités, donc nous avons un chevauchement de ces deux niveaux. Et enfin, en vert, nous avons les niveaux des syllabes, régularité syllabique et phonémique, donc de 4 à 10 Hz environ. Maintenant, au niveau de la parole pathologique, ici, nous avons une personne avec une très forte atteinte de la maladie, et je vais vous laisser vous concentrer sur la structuration prosodique, donc vraiment comment elle organise sa parole. Donc, comme on peut l'entendre, cette personne a vraiment de forts troubles articulatoires. Cependant, les structures rythmiques qu'elle génère sont vraiment très régulières. On a des structures qui sont courtes, avec « Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres ». Et donc, si on regarde sur le signal, on a vraiment des structures très régulières de environ 2 secondes. Avec ici un paquet de 2 secondes, ici un autre. Et on a vraiment une structuration qui est assez intéressante à analyser. Et sur le spectre de modulation, on le retrouve par une régularité en syntagme intonatif qui est complètement absente, étant donné que ces unités sont très courtes. Il est plus difficile d'avoir une régularité sur des niveaux très larges comme le syntagme intonatif, mais on retrouve cette régularité-là au niveau du syntagme intermédiaire, modélisé par le premier pic, et le niveau du syntagme accentuel et du mot prosodique, qui ici, j'ai regroupé ces deux niveaux-là, étant donné qu'ils étaient vraiment très superposés. Et enfin, on a une régularité au niveau des syllabes avec 2 pics principaux, mais les régularités phonémiques au-delà de 4 Hz n'apparaissent pas du tout, étant donné que le débit de parole de cette personne-là et son articulation ne permettent pas d'avoir une régularité au-dessus de 4 Hz. Maintenant, nous avons ici une autre personne atteinte de cancer qui présente également un certain type de régularité. Je vous laisse écouter. Monsieur Cézanne n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Donc ici, on a une régularité sur des niveaux encore plus courts, avec une régularité sur les mots prosodiques, carrément. Donc, où on a vraiment une prononciation mot par mot, donc monsieur, Seguin, n'avait jamais, etc. Et donc, ça se manifeste ici sur le spectre par une régularité au niveau du syntagme intermédiaire modélisé par environ la production d'environ 2 mots, et une régularité au niveau du mot prosodique ou du syntagme accentuel qui est plus élevé que la première et qui correspond à la production des mots. Nous avons également une régularité syllabique et, comme tout à l'heure, pas de régularité visible au-delà de 4 ou 5 Hz. Donc, également, pour un petit peu valider cette approche, j'ai essayé d'appliquer cette modélisation à de la parole spontanée. Donc, c'est sur un entretien libre, en tout cas avec un locuteur atteint de cancer. Donc ici, je vous fais écouter. Évidemment, c'était jusqu'à il y a une semaine par sonde. Et là, je commence à bouger et par sonde et par la bouche. Donc, il est très compliqué de comprendre ce que la personne dit de par ses troubles articulatoires. Cependant, on retrouve, encore une fois, des régularités à des niveaux que j'ai envie de qualifier de niveau du syntagme intermédiaire, ici aux alentours de 0,5 Hz, donc avec des unités de 2 secondes environ sur le signal, qui se retrouvent très bien d'ailleurs sur le signal brut.
Mais nous avons également une régularité à 2 Hz, donc sur des unités de 500 millisecondes environ, qui correspondent également au niveau du syntagme accentuel mot prosodique environ. Donc pour résumer un petit peu les observations que j'ai pu faire sur cette sélection de 20 patients, de 20 locuteurs, au niveau de l'articulation des syllabes, si nous avons des forts troubles articulatoires, donc forts troubles articulatoires vont induire un débit de parole plutôt faible, et donc au niveau du spectre de modulation, peu de pics au-dessus de 4 Hz, et ces forts troubles articulatoires vont également induire, induire, c'est un petit peu fort de généraliser à ce niveau-là, mais on va avoir tendance à générer une structure rythmique en chunks très régulière, donc les chunks qui correspondent au niveau du mot prosodique ou syntagme accentuel. Et cette structure rythmique va avoir pour impact sur le spectre de modulation de retrouver des pics de forte intensité sur des fréquences assez basses, donc entre 0,5 et 3 Hz environ. Pour les personnes maintenant qui n'ont pas de troubles articulatoires particuliers, on retrouve une richesse dans le spectre sur l'ensemble de la bande de fréquences entre 0 et 10 Hz, et donc qui se matérialise par des pics entre 0,5 et 10 Hz sur l'ensemble de la bande de fréquences. Donc maintenant que nous avons pu voir comment se matérialiser sur le spectre de modulation les régularités rythmiques, on peut essayer, j'ai essayé d'extraire automatiquement des paramètres de ces modélisations-là. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'était d'étudier, de calculer l'énergie dans des bandes de fréquences assez larges, avec des bandes entre 0,4 et 4 à 10 Hz, comme on a pu le voir, où les personnes qui n'avaient pas de bonne régularité articulatoire ne présentent pas de pic au-delà de 4 Hz. Et cependant, ces paramètres-là étaient très fortement influencés par le débit de parole, étant donné qu'une personne avec un débit de parole très faible va avoir tendance à avoir l'énergie de son spectre décalée vers la gauche, vers les basses fréquences. Et cependant, nous étions davantage intéressés à analyser vraiment la structure prosodique des personnes sans être influencés par son débit de parole. Et donc pour cela, j'ai essayé d'extraire des paramètres qui sont donc normalisés par le débit et qui sont davantage centrés autour de l'étude des pics d'énergie du spectre de modulation, tout en essayant de normaliser les paramètres. Donc j'ai étudié énormément de paramètres, mais je vais vous en présenter juste les principaux. Donc ce que j'ai pu faire a été d'étudier les pics principaux du spectre de modulation, avec ici les 2 premiers pics du spectre lissé en rouge. Donc, en regardant l'amplitude de ces 2 pics, la largeur également de ces pics, pour voir un petit peu la bande passante, j'ai envie de dire, de ces pics, et également leur fréquence. Cependant, la fréquence des pics aurait été de même fortement influencée par le débit, et donc j'ai diviser cette fréquence par le débit de parole, qui est matérialisé ici par le trait noir SR, donc speech rate. Et donc, en divisant cette fréquence par le débit de parole, on a plutôt une représentation relative par rapport au débit du pic. Donc, savoir s'il est à un débit, à un demi-débit de parole, ou ce genre de choses. Donc, les paramètres que j'ai retenus sont les paramètres qui sont les plus corrélés avec la sévérité perceptive des pathologies. Et donc, ces paramètres-là sont la fréquence normalisée, donc normalisée par le débit, du second pic du spectre de modulation d'amplitude, et qui est corrélé à 0,44 avec la sévérité clinique. Et le deuxième paramètre le plus corrélé correspond à la puissance du premier pic, donc matérialisé par la largeur du pic multipliée par sa hauteur. Donc, avec ces 2 paramètres-là, j'ai voulu projeter les différents locuteurs, la sélection de 20 locuteurs que nous avions notés sur ces 2 axes-là, avec en ordonnée la puissance du pic et en abscisse la fréquence normalisée du pic. Et donc, j'ai projeté ces personnes-là, et en couleur, j'ai affiché la sévérité du trouble, donc avec les personnes qui ont un score de sévérité proche de 10, donc qui ne sont
pas sévère, donc avec les personnes saines qui se retrouvent plutôt sur la partie inférieure gauche, et les personnes atteintes de forts troubles qui ont une couleur qui tend plutôt vers le bleu et qui se retrouvent plutôt davantage sur la partie supérieure droite. Donc pour valider un petit peu cette modélisation-là, nous avons essayé de réaliser une catégorisation libre de ces personnes au travers de l'annotation de Corina Cesano qui a essayé de catégoriser un petit peu sur ces 20 personnes-là, de placer ces personnes plus ou moins proches en fonction de leur structuration prosodique. Et donc, on a voulu comparer cette catégorisation-là à notre projection pour voir si les résultats étaient cohérents et si on pouvait les généraliser plus tard. Donc, on obtient des regroupements assez intéressants avec, dans la partie supérieure droite, les personnes avec une forte atteinte de la pathologie qui se retrouvent ici sur la partie inférieure droite de la catégorisation libre, à l'exception du locuteur numéro 355 qui se retrouve dans la partie inférieure gauche. Et également, nous retrouvons les personnes sans atteinte prosodique particulière qui se retrouvent ici dans la partie inférieure gauche et ici dans la partie supérieure gauche des schémas. Pardon. Et on retrouve même des personnes atteintes de pathologie, donc comme le 362 en rouge, qui se retrouvent même dans notre catégorisation, donc ce qui est assez intéressant à noter. Donc, maintenant que nous avons pu voir que cette modélisation pouvait être cohérente sur un sous-ensemble de patients, nous avons essayé de la généraliser à l'ensemble du corpus, de sorte à voir si les regroupements pouvaient être pertinents. Donc, pour cela, j'ai projeté sur ces deux axes l'ensemble des personnes. Donc, de même, la couleur reflète la sévérité. Avec plus on tend vers le jaune, moins la personne a une sévérité importante, un trouble important. Et plus la couleur tend vers le bleu, plus le trouble est important. Donc, on retrouve en quelque sorte un léger dégradé de la sévérité avec, dans la partie inférieure gauche, les personnes avec une sévérité assez faible. Et dans la partie, plus on s'éloigne de cette partie inférieure gauche, plus la sévérité a l'air d'augmenter. Donc, si on observe un petit peu les régularités plus locales sur ce schéma, on retrouve des personnes avec des régularités rythmiques, des structures prosodiques très similaires, avec par exemple ici les deux cercles en haut sont les personnes que je vous ai fait écouter tout à l'heure, sur lesquelles on a étudié le spectre de modulation. Et donc on retrouve une similarité entre cette personne-là et d'autres locuteurs qui produisent exactement les mêmes structures prosodiques, donc qui annonnent, on peut dire, en produisant des mots par mot ou groupe de mots par groupe de mots, et avec des troubles articulateurs très forts. Et également, on retrouve ce qui est assez intéressant, je pourrais vous les faire écouter tout à l'heure si vous voulez, des personnes avec des matérialités phonétiques très différentes, mais des structures prosodiques qui sont plutôt similaires. Et donc, ce qui est assez intéressant. Maintenant, il reste à valider cette représentation-là au travers d'autres études, mais cette approche fournit de résultats plutôt encourageants qui vont permettre, je l'espère, de pouvoir aider à la caractérisation ultérieure du rythme de la parole. Donc, maintenant que nous venons de voir qu'il était possible d'avoir une représentation pertinente des spécificités rythmiques des locuteurs, je vais maintenant un petit peu revenir sur les différents verrous scientifiques que j'ai pu lever au cours de mes travaux et sur les futurs travaux qui pourront être entrepris. Donc, dans un premier temps, à la question de comment modéliser automatiquement le rythme de la parole, j'ai pu proposer différentes méthodologies. Avec, dans un premier temps, j'ai pu avancer le choix d'un algorithme de F0 adapté à la parole pathologique, donc qui pourra être utilisé dans de futures modélisations basées sur la fréquence fondamentale. Et j'ai également proposé donc, le spectre de modulation d'amplitude
que j'ai pu adapter, qui permet d'avoir une prise en compte de la structure hiérarchique prosodique et qui se superpose plutôt bien avec les différentes régularités des niveaux que nous avons notés. Et cette représentation permet de visualiser la richesse spectrale des unités de la parole, donc allant du phonème au syntagme intonatif. Également, j'ai pu proposer le spectrogramme du rythme, qui est une visualisation de l'évolution temporelle des régularités rythmiques et qui semble très prometteur, mais sur lequel il reste encore des travaux à effectuer pour pouvoir pousser la modélisation et pouvoir la valider vraiment à 100%. Donc, du point de vue de la caractérisation des stratégies prosodiques compensatoires des patients, au travers des paramètres que j'ai pu extraire sur le spectre de modulation d'amplitude, j'ai pu retrouver des regroupements des différentes stratégies prosodiques et j'ai pu aussi observer que des forts troubles articulatoires, en tout cas sur les patients atteints de cancer des voies aérodigestives, pouvaient induire davantage une régularité prosodique au niveau du syntagme accentuel ou du mot prosodique, et donc avoir une régularité plus restreinte, plus forte sur ces niveaux. Maintenant, au niveau des futurs travaux qui pourront être entrepris à la suite de ma thèse, il serait particulièrement intéressant d'avoir une analyse du rôle des pauses sur l'équilibrage rythmique et comment ces pauses peuvent avoir un impact sur le spectre de modulation d'amplitude. Donc, il serait assez intéressant de voir si les pauses jouent un rôle ou non dans la régularité et savoir si, au niveau pathologique, ces durées de pause sont régulières ou non et par rapport à des personnes saines. Ensuite, il sera intéressant d'explorer un petit peu toutes les possibilités que peuvent apporter la représentation en spectrogramme du rythme. Donc, je pense qu'il reste encore quelques modifications à apporter sur l'implémentation, mais cette représentation fournit déjà une très bonne base et permet d'avoir une bonne visualisation d'un coup d'œil des régularités rythmiques dans la parole et comment elles évoluent au cours du temps. Il sera également intéressant de pouvoir déterminer automatiquement les unités hiérarchiques auxquelles se rattachent les pics du spectre de modulation. Donc, on a pu voir que les pics sur le spectre se superposaient assez bien avec les annotations prosodiques manuelles que nous avons fait. Maintenant, il sera intéressant de savoir s'il est possible automatiquement de déterminer quelle unité correspond à quel pic de façon tout à fait automatique. Et enfin, il faudra valider un petit peu la clusterisation automatique que j'ai pu réaliser. Donc, cette caractérisation devra être validée au travers d'études perceptives, par exemple, en généralisant sur l'ensemble du corpus, pour pouvoir voir si les groupes que je retrouve de façon automatique sont également les groupes que l'on retrouve au niveau perceptif. Voilà, je vous remercie pour votre attention.